Alors évidemment, comme j'ai écrit, je peux raconter si on veut. Je peux raconter mon expérience au CRA. Je peux échanger là-dessus. Je vais pas juste déblatérer tout seul, hein, faut pas. J'ai déjà raconté à quelqu'un qui elle aussi est en attente depuis presque aussi longtemps que moi, donc j'espère pour elle que ça va bientôt, qu'elle aura bientôt son rendez-vous. Donc je lui ai un peu raconté pour qu'elle sache à quoi s'attendre. Pourquoi je devais y aller? Ah, pourquoi je devais y aller? Bah, c'est le CRA, c'est le Centre Ressources Autisme. C'est le processus de diagnostic public. Donc c'était les deux premiers rendez-vous qu'on a fait à la suite pour le diagnostic. Il en reste a priori au moins deux autres. Un avec ma mère et un avec un neuropsychologue pour la cognition sociale, c'est ça? C'est quoi qu'on fait avec un psychologue? Attends, je l'ai noté. Oui, justement, je l'ai envoyé à quelqu'un et j'ai noté les mots tout de suite. Oui, c'est la cognition sociale. Donc il reste le rendez-vous avec ma mère pour le développement et le rendez-vous avec le neuropsy pour la cognition sociale. Et là, on a fait coucou Gigatoon. Là, on a fait. Alors, du coup, pour raconter, je crois que j'avais fait une référence vague quelque part, mais j'ai eu un appel hier. J'attends depuis février 2024. Il m'avait dit 3 ans d'attente, donc je me disais, bah, ce sera cet hiver. J'ai eu un appel hier du secrétariat qui me dit on a un désistement, est-ce que vous êtes libre demain à 14h30? Et j'étais pas libre, mais j'ai réussi à me libérer. Elle a accepté d'attendre, de pas appeler la personne suivante et d'attendre et de me rappeler. Donc on a pu goupiller ça. Du coup, j'ai vu la psychiatre qui en plus, qui déjà était ravie après un désistement de pas avoir perdu un créneau alors qu'il y a plein de gens qui attendent. Du coup, c'est bien. C'est une des premières choses qu'elle m'a dit, donc c'est déjà bon signe. C'est quelqu'un qui est en conscience, en inquiétude, en je ne sais quoi de ce qu'attendent les patients et qui veut pas perdre du temps. C'est cool. Et du coup, bah, elle avait pas mal de temps et elle avait conscience. Je lui ai dit en plus, bah, moi, ça m'arrange d'être appelé la veille parce qu'en dehors du coup de stress d'avoir à s'organiser, plutôt que d'avoir un rendez-vous planifié un mois à l'avance et d'avoir une bonne montée en stress pendant une semaine à pas dormir avant le rendez-vous, là, j'ai eu même pas 24 heures d'anxiété. Nickel. Donc, du coup, comme elle avait du temps, on a casé les deux premiers rendez-vous d'un seul coup. Donc, la première partie, c'est l'entretien qui sont pas spécialement originaux, hein, c'est ce qu'on va faire dans le privé aussi. La méthodologie varie assez peu quand même. Euh, la première partie, c'est l'entretien biographique, que j'avais déjà fait ailleurs d'ailleurs. Donc, c'est des questions, c'est actif, elle prend des notes en même temps, c'est chronologique. Quand vous êtes né, est-ce que vous êtes né comme ça? Comment s'est passée la grossesse de votre mère? Est-ce qu'il y a eu des trucs? Est-ce qu'il y a des machins? Quand est-ce que vous avez marché? Quand est-ce que vous avez parlé? Comment on s'occupait de vous avant l'école? En maternelle, qu'est-ce qui s'est passé? Développement, apprentissage, comment vous jouiez? Avec quoi vous jouiez? Est-ce que vous aviez des amis? Est-ce que vous faisiez des choses? Et ainsi de suite, CP, CE, CM. Avec donc dans mon cas, moi j'ai quasiment pas de souvenirs d'enfance, donc j'ai beaucoup répété. Bah, je sais pas, je me souviens pas, je sais pas, je me souviens pas. Ou alors j'ai des souvenirs, mais des souvenirs contextuels parce que je sais quelque chose s'est passé ou parce qu'on me l'a raconté. Mais du coup, c'est quand même dans ce cadre-là des souvenirs qui peuvent être beaucoup recontextualisés et modifiés après coup. Donc on avance, on raconte nos expériences d'enfance, tout ce qui est lié à l'apprentissage et au développement, tout ce qui est lié à la socialisation, les problèmes à l'école, les problèmes au collège, les problèmes au lycée. On arrive à l'âge adulte, on continue chronologiquement. On raconte comment ça se passe, la fac, quelles expériences professionnelles on a eues. Alors, il y a déjà un dossier qui est constitué, donc elle pose aussi pas que des questions au pif, évidemment. Enfin, elle sait que j'étais en couple avec quelqu'un pendant 12 ans avant, donc elle me demande comment s'est passé mon couple, comment on s'est rencontrés, est-ce que j'avais des amis à tel stade, combien d'amis, quelle est ma définition d'amis, plein de questions dans ce genre-là. Donc beaucoup de questions évidemment orientées développement cognitif, stratégie d'apprentissage et ainsi de suite, et beaucoup de questions socialisation.
Et du coup, après, comme moi, vraiment, de toute façon, je suis en anxiété. J'ai le même pic d'anxiété, quelle que soit la quantité de choses à faire. Donc, une fois que je suis lancé, autant faire plein de choses. Et elle était dispo, donc on a fait le deuxième rendez-vous tout de suite après. Et le deuxième rendez-vous, c'est un entretien filmé, ce qui lui permet de ne pas prendre de notes. Je vais boire un peu. Ça lui permet de ne pas prendre de notes, et je suppose que ça permet aussi de le partager avec des collègues, avec les neuropsys, pour le debrief aussi. Ça doit aussi pouvoir permettre de partager certaines choses à plusieurs collègues, alors que l'entretien, évidemment, c'est plus confortable de le faire à une seule personne, et plus pratique en termes de gestion du temps de travail. Donc des deux côtés, c'est plus simple. Et cet entretien-là, le deuxième, et ça a pris, je sais plus à quel moment on a fait la pause entre les deux. En tout, ça a pris à peu près 2 heures, 3 quarts. Donc c'est 2 entretiens d'1 heure et quart, deux grosses heures chacun. Une grosse heure chacun. 2 entretiens, qui sont d'une grosse heure. Du coup, cette discussion, elle essaye de créer un peu plus de dialogue, de poser des questions et de rebondir dessus. Alors, quand on n'est pas en pic de stress et qu'on arrive à prendre un peu de recul, on voit comment elle oriente les questions pour faire parler, pour voir si on pose des questions en retour, ce genre de choses-là. Elle a commencé à me parler de bouquins, et je lui ai dit dans l'entretien d'avant, dans les exemples de quand j'ai commencé à lire, j'ai lu Stephen King. Elle a commencé à me parler de Stephen King. Elle m'a dit qu'elle aimait bien Stephen King et qu'elle aimait bien tel bouquin, et est-ce que j'avais des bouquins préférés, ce genre de truc-là, pour voir ce qui en ressort. Euh, je sais plus ce qu'il y avait d'autre exactement. Alors moi, j'ai pas l'air comme ça, mais boule de stress. Non, pas de stress. D'ailleurs, le stress, c'est focalisé sur un truc précis. Mais boule d'anxiété dans une situation qui crée les pics d'anxiété, vraiment, c'est blanc, complet dans ma tête. J'ai rien. Première étape, j'ai rien. J'ai pas de réponse. Tu me poses une question, je dis, je sais pas, j'ai pas de réponse, je sais pas. C'est comme si tu me demandais pourquoi je parle pas chinois. Je sais pas, je parle pas chinois, c'est tout, quoi. J'ai pas plus de réponses à donner. Et je suis vraiment à ce niveau d'absence de réponse pour les trucs qui ont l'air tout simples. Donc j'ai été un peu comme ça. Forcément, j'ai pas tout retenu. Et la deuxième étape de mes pics d'anxiété, c'est au-delà de ça, si je vais plus loin, mon cerveau et mon corps se déconnectent et pouf, je tombe. Et la troisième étape, c'est crise d'épilepsie. Enfin, qui sont pas techniquement des crises d'épilepsie, mais ça apparaît comme ça pour les gens qui le voient. Donc ouais, on a eu ces discussions entrecoupées d'exercices. Alors, le premier exercice, c'est un pulse. C'est une, une trame, je sais pas, une douzaine, voire moins, 9 ou 10 pièces qui sont toutes les mêmes pièces. Une espèce de petite vague à 3 pointes. Et il y a un dessin où elles sont déjà posées les unes contre les autres sur un papier. Il faut les poser. Donc je pense que je pense que c'est un. Je l'avais déjà fait d'ailleurs cet exercice. Je pense que c'est un truc de tri sur un premier truc. Je sais pas de quoi, mais je pense que c'est un truc de tri sur un élément très très simple. Parce que dans la plupart des cas, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose à capter dans la manière dont on le fait, ou dont on se prend la tête à se poser les questions, j'en sais rien. Dans la plupart des cas, on les met dessus et il n'y a pas de souci. Même moi qui ai du mal à faire les choses, poser des pièces de pulse de 5 centimètres les unes contre les autres, il n'y a pas de souci. Un autre exercice, alors déjà là, ça devenait dur pour moi. C'est un livre d'images, une page après les autres, qui doit faire, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de pages. Et donc la psy commence l'histoire, hein, juste pour histoire de démarrer. La première page, dans ton Skype, puis elle commence à raconter, il se passe ci, il se passe ça. Deuxième page, elle raconte ce qui se passe sur la page. Et après, il faut que toi, tu continues. Et, et je peux pas. Je peux. Alors, quand je suis en situation de stress, comme c'est le cas là, d'anxiété plutôt, comme c'est le cas là, je peux vraiment pas. Rostylec, tu connais. Voilà, c'est ça. Bah, imagine-toi, tu as une vingtaine de captures d'écran de Rostylec qui se suivent quand même. Il y a une trame possible, mais un truc très, très vague dans le genre Rostylec. Et tu es obligé de raconter l'histoire avec la continuité. Tu tournes la page, tu vois la page et tu dois la raconter. Alors pareil, hein, moi je suis pas psy et elle m'a pas dit, elle m'a pas fait de compte rendu et tout, donc je sais pas pourquoi on fait ça. Je peux que supposer, et je me permettrai pas de le faire de manière trop avancée parce que c'est pas très sain. Mais je suppose qu'on voit ce que tu remarques, ce que tu arrives à formuler, quel point de vue tu prends et plein de choses comme ça. Le truc là, pour l'exemple, ça commence avec une tortue dans une mare.
Et la deuxième ou troisième image, il y a plein de crapauds sur des nénuphars volants qui passent sur la tortue au-dessus et qui continuent en volant. Ah oui, il y a marqué, ça commence avec marqué, c'est un mardi soir. Et après, tu as plein d'images avec ces crapauds sur des nénuphars volants. C'est complètement pour toi, Yad. Faut que je vois si je peux le trouver, ce truc. C'est complètement pour toi. Donc, c'est les aventures d'une bande de. Là, je peux le raconter après coup et dans un autre contexte social. Je peux le raconter et je peux le raconter en résumant. Je pourrais peut-être pas le faire image par image. Sur le moment, je suis là, j'arrive même pas à formuler ce qu'il y a sur l'image. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible au sens c'est pas une situation de ah ben je suis désolé, je peux pas. C'est t'essayes de faire un effort et t'y arrives pas. C'est vraiment c'est hyper crispant. Mais du coup, ces crapauds, voilà, sur leur nénuphar, ils volent sur leur nénuphar. Ils font peur à des étourneaux en volant à côté des étourneaux qui sont posés sur un fil électrique. Ils passent au-dessus d'une maison, et puis après on voit un mec qui est en train de manger chez lui, puis on voit les crapauds qui passent en volant par sa fenêtre derrière. Après ils rentrent dans une maison en volant, il y a une vieille dame endormie, et les crapauds regardent la télé en volant, puis ils repartent, et puis il y a un chien qui leur court après. Ils continuent de voler, puis ils passent à travers du linge. Il passe à travers du linge qui est pendu dans le jardin, et puis il continue de voler, il continue de voler, et puis à la fin, le jour se lève et il retombe dans la mare. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Est-ce que je peux googler pour la trouver? Je suis sûr que tu adorerais ça, Yad. Mais comment? Je cherche diagnostic, si, histoire, crapaud. Alors, il n'y a rien qui saute. J'ai le wiki crapaud dans l'imaginaire et la tradition en Occident. Je rajoute grenouille au lieu de crapaud. Plutôt des crapauds, mais enfin bon, c'est du dessin. J'ai rien j'ai plus confiance dans les recherches d'images de nos jours. Ouais. Je sais pas. Histoire, image, grenouille, diagnostic. Si je tape ça, est-ce que je trouve quelque chose? Non, je vois pas d'images qui en viennent. Euh, et voilà, je vois plein d'images d'IA en plus. Ah bon, je trouve pas ça, tant pis. En tout cas, ouais, si Yann, ça t'aurait plu, c'est complètement ton genre. S'il y en avait une version jeu vidéo de cette histoire qui sert au diagnostic, ce serait un jeu pour toi. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre truc? Il y en a un autre avec lequel j'ai eu vachement de mal et que je retrouve pas là. Il y en a un où vraiment justement, j'ai eu tellement de mal, j'étais tétanisé. Et du coup, je l'ai complètement occulté. Qui était pareil, un truc, je sais plus ce qu'il fallait faire. Un truc où il fallait utiliser des objets pour faire quelque chose, je sais plus quoi. Enfin, pour dire quelque chose, pour formuler. Ah non, voilà, il y en a un qui m'a. il y a- J'aurais pas deviné que ça me bloquerait si j'en avais juste parlé, mais avoir à le faire et avoir à le faire dans un contexte d'anxiété, ça m'a complètement bloqué. J'ai mis plusieurs minutes à commencer à essayer de le faire. Elle m'a demandé de mimer et expliquer le fait de se laver les dents comme si j'essayais de l'expliquer à quelqu'un qui savait pas se laver les dents. Et, et j'ai fondu en larmes. Je pouvais pas. Et je pense que j'aurais du mal, je me sentirais bizarre à le faire de toute façon parce que le fait de faire un mime de toute façon est très très dur. Je me force, à force après 25 ans, à me forcer à employer certains codes non verbaux. Je maîtrise les air quotes, je maîtrise les deux doigts. Désolé de vous avoir fait un fuck. Et c'est à peu près tout. Ah si, je maîtrise le lever de la victoire dans l'autre sens. Je maîtrise ça. Mais faire d'autres trucs qui soient physiques pour exprimer quelque chose, vraiment, vraiment, le fait j'ai à me concentrer pour essayer de le faire et déjà ça commence à me faire monter l'anxiété et après je bloque en essayant de le faire. Imaginez-vous comment je pouvais être à 20 ans quand je me tapais 5 heures de pratique théâtrale par semaine en jeu d'acteur et en mise en scène et qu'on me demandait de me souvenir de souvenirs traumatiques pour bien nourrir ma performance d'acteur en jouant du Marguerite Duras pendant que que d'autres mimaient des trucs abjects dans le théâtre de la menthe anglaise. J'ai joué le théâtre de la menthe anglaise et c'était dur. J'ai joué du Sarah Kane. Eh, imaginez-vous un euro, je sais pas quoi, obligé de jouer du Sarah Kane à 18-20 ans. Quoi. Si vous connaissez pas Sarah Kane, c'est une autrice
ayant d'énormes soucis de santé mentale et qui a fini sa vie très jeune à cause de ça et qui a écrit des trucs horribles avec des histoires de prêtres qui agressent des gens, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est du théâtre très dur. Et il se trouve que ma prof de jeu était une spécialiste de Sarah Kane. Voilà. Donc rien qu'à essayer de faire ce mime et expliquer en même temps le fait de se laver les dents. J'étais un peu dans la même situation mentale qu'à jouer du Sarah Kane avec des trucs hyper violents. C'est bien. Mais bon, ouais, j'ai vraiment fait un blanc de 2-3 minutes, pleuré un gros morceau. J'ai réussi à le faire. Elle m'a dit que c'était pas mal. Elle m'a dit que c'était très bien même. Voilà. Donc j'ai fait vraiment, c'est con, hein. Alors on prend la brosse à dents, on repose la brosse à dents, on prend le tube de dentifrice, on défait le tube de dentifrice, on met du dentifrice sur la brosse à dents, on pose le dentifrice, on met la brosse à dents dans sa bouche, on fait des allers-retours, on pense à faire le haut, puis le bas, et on fait attention aux gestes qu'on fait pour faire aussi en haut, en bas, et puis on pense à passer devant, puis on pense à faire derrière, puis on pense à faire bien derrière, et on essaye de pas faire trop ce mime-là, pardon. Euh, et bon, voilà, j'ai fait ça. Il y en a un autre que j'ai réellement pas réussi à faire, le tout dernier truc qu'on a fait. Donc tout ça, c'est entrecoupé par des parties de discussion où elle dirige un peu la discussion, mais où elle te pousse à parler par toi-même et elle te pousse à développer un peu sur des sujets un peu improvisés selon ce qu'on a discuté avant, ce qu'il y avait dans le dossier, ce qu'on laisse passer comme un centre d'intérêt, ce genre de choses-là. Donc elle a essayé de me parler de Stephen King, de Terry Pratchett, de qu'est-ce que j'aime comme musique, qu'est-ce que j'aime comme cinéma, tout ça. Euh, le dernier exercice qui vraiment où j'ai bloqué, je lui ai dit, j'ai bloqué, j'ai pleuré, je lui ai dit, je suis désolé, on peut pas. Et c'était vraiment à la fin. C'était une douzaine d'objets posés sur la table, genre une majorette, un cube, un bout de ficelle, un espèce de petit squiggly toy comment est-ce qu'on appelle ça, le truc à toucher justement pour steamer un steam toy quoi. Une douzaine d'objets comme ça qui n'ont rien à voir, une paire de lunettes qui fait genre 5 cm, des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont pas des objets de la vie quotidienne et tout, et tu es censé en prendre 5 et raconter une histoire avec les 5. Et j'étais là, après 2 minutes de blanc, j'ai dit je peux pas, j'essaye de trouver une méthode pour faire quelque chose et je peux pas, j'y arrive pas. Elle m'a dit bah, le plus simple, c'est de commencer par en choisir 5 et après voir si on peut faire une histoire. J'étais, ah, bah, sauf que je peux pas trouver une méthode, je peux pas objectiviser une raison d'en choisir. Je trouve pas de lien entre quoi que ce soit, ils font pas la même taille, ils se rapportent pas la même chose, je suis complètement bloqué. Et elle a dit ouais bon ok, on va s'arrêter là. Après avoir passé 5 minutes, est-ce que je ne puisse même pas choisir 5 objets quoi. Et c'était la fin du truc. Donc ça en gros, c'est la trame très lâche de 2 heures et demie, 3 heures, 2 heures et demie de 2 entretiens donc de diagnostic, alors dirigés pour l'autisme. C'est le problème c'est le CRA. Alors je suis rassuré, il y a marqué c'est CRA, c'est Centre de ressources sur l'autisme. Quand on arrive pour la première fois après tous les docs, tous les machins, il y a marqué centre, je sais plus comment c'était formulé, centre de la ressource pour l'autisme et en petit et des autres et autres, je sais plus, et autres neurodivergences et autres domaines psy, enfin je sais plus. Il y avait sous-entendu, ok, on n'est pas là que là pour les autistes. Si vous êtes TDAH, on va pas vous dire non, fallait pas venir ici. C'est un peu sous-entendu, enfin. Parce que vraiment, moi j'y vais un peu parce que c'est le seul truc, la seule ressource diag sur laquelle on ait pu me diriger publiquement, hors d'aller claquer 2 000 € dans le privé sans savoir à qui t'as affaire. Mais j'ai jamais dit que j'étais autiste. Une paire de personnes l'ont dit, dont des gens médicaux. J'ai aussi des gens médicaux qui m'ont dit vous n'avez rien d'autiste. Après, j'ai aussi connu des expériences de gens qui ont été diagnostiqués autistes après qu'on leur ait dit dans le domaine médical vous n'êtes pas autiste, ceci, cela. J'ai entendu il n'y a pas longtemps dans le podcast Neurodivergent Moment une nana qui racontait que le premier diag qu'elle a fait, le mec lui a dit que de toute façon, elle marchait pas comme une autiste, donc ça servait à rien de faire un diagnostic. Voilà. Il y a des gens. Alors, c'était pas le système français, hein, c'est une britannique. Mais donc, faut ne pas utiliser cet exemple qui en plus n'est qu'un exemple. Hein, c'est pas parce qu'il y a un connard qu'il faut jeter tout pour ça.
Mais pour illustrer que quand on te dit que t'es pas autiste sans que ce soit un diag, ça veut pas dire grand-chose, mais aussi se souvenir que quand on te dit que t'es autiste sans que ce soit un diag, c'est pas grand-chose non plus. Les deux n'ont pas beaucoup de valeur. Ce qui compte, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne pour la personne concernée. Moi, pour mon fonctionnement et à mon état d'handicap, j'ai besoin de quelque chose d'objectif et j'ai besoin d'un diagnostic pratique et fiable et qui passe par ce type de schéma-là. C'est absolument pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas le même rapport que moi au privé, pas le même budget et qui peuvent très bien passer par le privé beaucoup plus vite. Moi, entre ma méfiance des comportements escrocs et abusifs dans le privé et mon budget, c'était vraiment pas une option. J'ai vu une personne dans le privé qui était pas trop chère et puis dont j'ai vu qu'elle était sympathique et que j'ai un bon rapport avec elle et qui, après 3 rendez-vous, m'a dit elle-même qu'elle préférait me renvoyer au CRA de toute façon. Donc c'est pour ça que maintenant, là, j'attendais juste le CRA, même si c'était 3 ans d'attente. Donc après ça, il faut un entretien avec la famille parce que, quel que soit le diagnostic, ça se porte beaucoup sur des questions de développement. Euh, Si tu es la même chose à 40 ans, quelque chose de semblable, pas la même chose, mais ça ne veut pas dire la même chose si tu es ça adulte ou si tu as été marqué dans ton développement dans l'enfance. Comme moi, j'ai pas de souvenir d'enfance, en plus, j'avais pas beaucoup de réponses à lui donner sur la partie biographique et chronologique de l'entretien. Donc, prochaine étape, les parents, enfin ma mère, pour lui demander comment s'est passée sa grossesse et, euh, et, et pourquoi mon accouchement a été déclenché. Parce qu'il y a, dans les questions cons, les trucs que je sais, enfin son accouchement a été déclenché. Le problème, c'est que elle m'a toujours dit, et il n'y a pas de raison que ce soit faux, que l'accouchement a été déclenché parce qu'il voulait avoir un bébé qui naisse à minuit pour le passer dans le journal. Et que ça a marché. J'ai ma photo dans le journal le jour de ma naissance. Mais est-ce que c'était que ça ou est-ce qu'il y avait une vraie raison de le déclencher? Je suis là, moi, genre, bah, j'en sais rien. Je sais qu'il est déclenché, puis j'ai cette anecdote de ma mère. Je sais pas si ma mère, elle a une bonne info. Je sais pas si ma mère, son information est juste ou déformée par son rapport avec bah, le patriarcat médical. Donc voilà, et ça, c'est pour un des rares trucs auxquels j'avais une réponse. Donc, il va falloir qu'il contacte ma mère. Il faut que je lui envoie un message pour lui dire qu'elle s'y attende et bah, idéalement qu'elle vienne. Alors, c'est bien. J'en parlais sur Discord avec quelqu'un qui est aussi elle, en attente du CRA à Rennes et qui a déposé son dossier genre 6 mois après moi. Donc, peut-être que cet hiver, elle pourra enfin y aller. Elle, sa mère, est, je crois, dans les Alpes ou un truc comme ça. Donc, ça fait un sacré putain de trajet. Donc théoriquement, évidemment, ça peut se faire par, euh, par téléphone. Ils vont contacter ma mère et voir avec elle. Mais bon, idéalement, elle disait, bah, vaudrait mieux que ce soit en vis-à-vis et genre qu'elle puisse venir avec les albums photos d'enfance, des trucs comme ça, pour pouvoir en discuter avec des choses pour motiver. Pas que les mères. Alors moi, dans mon cas, j'ai été élevé par ma mère, donc la question s'est pas posée. Alors je pense que dans la plupart des cas, la mère est un peu nécessaire quand même, parce que réalité sociale. Mais en pratique, les deux parents, slash la personne qui aura le plus de réponses fiables à donner sur le développement de l'enfant, quoi. Dans mon cas, la question se pose pas, mon père était pas là. Enfin, mon père était pas là. Mon père bossait au Bétur dans les années 80. Il a bossé en Afrique du Nord, il a bossé en Chine, il a bossé en Indonésie. Quand il était en France, il bossait à Paris alors qu'on vivait dans l'Indre, donc il était là 2 jours par semaine. Et comment dire, il est probablement autiste en plus. Donc niveau remarquer et refiler des informations sur mon développement, il est pas super bien placé. Ma mère, elle, était là. Elle est probablement autiste aussi, mais enfin, j'en sais rien. J'aime pas. Je dis ça en blaguant. J'aime pas du tout le fait de projeter des trucs, des diagnostics comme ça sur des gens qui n'ont rien demandé. Je dis ça vraiment purement en blaguant, hein. Euh, Après, j'ai un cousin qui est diagnostiqué autiste et TDAH. Mon père et mon grand-père sont tous les deux, enfin étaient dans le cas de mon grand-père, asociaux avec des intérêts spécifiques très 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 marqués. Euh,
Mon père a une histoire de développement dextre contrarié, un peu complexe avec les instruments de musique et l'écriture. Donc, bon, la probabilité qu'il y ait quelque chose de neurodivergent, si moi je le suis, ce sera assez sûr qu'il y a quelque chose. Si moi je ne le suis pas, si à la fin on me dit ah ben non, vous avez, vous avez un trouble anxieux généralisé par syndrome post-traumatique, ce qui est l'autre option, ça pourrait être ça, hein. Auquel cas, ce ne sera que de l'acquis, pas de l'inné, et il faudrait surtout pas aller projeter des trucs sur mes parents à cause de ça. Si jamais il y a quelque chose, bah, évidemment, ça indiquera des choses probables sur les différences que je peux voir chez mes parents. Mais bon, j'essaye, c'est dur de ne pas les voir, et quand on se pose des questions sur soi-même pour quelque chose qui est génétique, c'est dur de pas faire ces projections. Donc j'essaye d'être honnête entre les deux, de ne pas faire ah non, il n'y a rien, et en même temps de pas trop imaginer des choses là où c'est où ce serait un biais de confirmation. Donc ça c'est donc là j'ai eu aujourd'hui 2 entretiens. Le troisième entretien c'est ça, et le quatrième entretien, alors je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas s'il faut que je google ou au contraire que j'y aille frais. Donc c'est avec un neuropsychiatre, et j'espère que j'ai bien noté. Je l'ai noté tout de suite en sortant, mais alors en sortant j'ai dit au revoir, j'ai essayé d'être un peu sociable, j'ai remercié la psychiatre qui était vraiment vraiment adorable. Qui m'a mis autant en confiance que possible, qui était très douce, qui posait des questions orientées comme il fallait pour pas me laisser paniquer, euh, qui était une femme, ça aide. En pratique, j'ai eu des mecs très bien dans mon expérience avec les psys, mais enfin bon, j'ai eu autant de mecs très bien que de femmes pas bien, et autant de mecs pas bien que de femmes bien, et les proportions sont pas très gaies dans ce sens-là. Heu, En tout cas, ouais, non, elle était vraiment chouette, hein, positive, enfin comment ce qu'on appelle bedside manner, en français et dans le cadre psy. Enfin, elle avait un comportement, très propice à créer les bonnes circonstances, pour le dialogue. Et je sais plus où je voulais en venir avec ça. Elle, j'étais sur le neuropsy, mais je voulais préciser autre chose avant sur la psychiatre elle-même. Enfin oui, du coup, que je lui ai dit qu'en gros, entre ça et le fait que, sachant à quel point j'étais pas bien, première chose que j'ai fait ce matin, c'est d'aller acheter un paquet de cigarettes pour niveler l'anxiété, puisque c'est la seule chose qui marche. Le bromazépam, hein, si je fais une crise, pardon, j'ai avalé ma langue. Le bromazépam, si je fais une crise, pour m'endormir, me couper complètement. Heureusement, depuis que je suis plus sous médicaments, je fais moins de crises parce que j'arrive à gérer ma vie un peu mieux. Mais sinon, ouais, quand je dois vraiment sortir, malheureusement, la clope fonctionne. Je lui ai dit ça d'ailleurs. Elle m'a dit, moi, ouais, ça m'étonne pas. Je lui ai dit, je sais pas si c'est la nicotine ou l'habitude, le cérémoniel. Elle a dit, non, c'est la nicotine, ça m'étonne pas du tout. Ok, d'accord. Sachant que c'est aussi quelque chose que j'ai entendu dans des témoignages. Alors, souvent, il me semble, plutôt pour les TDAH, la nicotine comme modulateur d'humeur et de concentration. Mais je crois aussi chez des autistes, il me semble. Euh, En tout cas, ouais, je lui ai raconté ça. Je lui ai raconté du coup que, ayant la nicotine, le fait d'avoir stressé qu'une nuit au lieu d'une semaine, et que son rapport à moi soit très doux et tout, qu'en gros, elle m'avait dans un niveau de capacité de communication que, genre, sur la au moins douzaine, si c'est pas vingtaine de pro psy que j'ai vu en 4 ans, elles sont que deux à m'avoir vu capable de communiquer autant, quoi. Donc, je lui ai raconté ça pour la remercier. Et puis pour lui dire que quand elle disait je vois bien que vous êtes pas bien, je lui disais bah non, non, enfin, oui, je suis pas bien, mais ça pourrait être tellement pire, quoi. Je pourrais être. Enfin, j'ai 2 rendez-vous psy que j'ai fini aux urgences psychiatriques avec une piqûre de Valium, hein. C'est pas. Du coup, là, j'y suis allé en voiture, j'en suis revenu en voiture. On a fait le rendez-vous entier. J'ai réussi à communiquer jusqu'à la fin. J'ai juste pas réussi à faire un exercice à la fin. Enfin, c'est quand même vachement positif la manière dont ça s'est passé. Et donc, ce quatrième rendez-vous qui reste, je disais, et j'ai essayé de trouver en même temps le nom, ce qu'on fait avec un neuropsychiatre.
J'ai envoyé le message à elle à 17 h, donc si je remonte, je vais le retrouver. La cognition sociale. Alors j'étais en train d'organiser des trucs, parce qu'il fallait que je leur passe le numéro de ma mère. Il fallait, parce qu'on n'avait pas fait avant, que je lui passe mon carnet de santé. Parce que je l'avais amené, j'étais là, à un moment, vous m'avez demandé le carnet de santé. C'est un miracle que j'y ai pensé. Vous le prenez, mon carnet de santé. Je veux pas avoir à y penser une deuxième fois parce que c'est con, mais ça va me stresser rien que de me dire, ah merde, le carnet de santé, c'est facile de l'oublier. J'ai déjà oublié le carnet de santé de misandrie quand on a fait les examens, quand on a fait les rappels de vaccins la dernière fois. Je vais l'oublier, ça va me stresser. J'ai pensé à mon carnet de santé cette fois. Vous le prenez. Vous me demandez pas de le ramener la prochaine fois. Et du coup, elle m'a dit, donc le prochain rendez-vous pour moi, parce que le rendez-vous avec le ou les parents, ça se fait sans le patient. Donc le prochain rendez-vous pour moi, qui sera soit, elle m'a dit, il y a l'été, tout ça, mais soit en juillet, et après, si ça saute, en septembre, donc pas si loin, ce sera si je me suis pas mélangé dans les 10 minutes, oui, c'est pour ça que je me suis interrompu. J'ai passé 10 minutes assis dans l'escalier à pleurer à la fin avant de pouvoir redémarrer, repartir, aller allumer une autre cigarette et noter les trucs. Et je m'étais dit, il faut que je note le truc qu'elle m'a dit que serait le prochain rendez-vous. Mais il s'est passé ces 10 minutes de larmes. Je crois que c'est cognition sociale. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils testent? Parce que la cognition sociale, c'est l'ensemble des processus cognitifs impliqués dans les interactions sociales chez l'humain, mais aussi chez les autres animaux sociaux, en particulier les primates. Mais qu'est-ce que c'est un entretien test de cognition sociale avec un neuropsy? Ça, je ne le sais pas. Alors, je ne sais pas si je veux en savoir plus. Je pense qu'il vaut mieux vraiment y aller sans attente. Il ne faut pas se créer de biais. Il faut... Chacun a ses limites et tout. Et je suis militant, donc je suis le premier à dire, vu les erreurs que vivent des gens dans le système psy français et dans le système médical français, c'est important de s'éduquer, de s'instruire et de ne pas avoir peur de se renseigner et de pousser dans ce qu'on trouve face au monde médical quand le monde médical est négatif. Le problème étant que si le monde médical était sain, il vaudrait mieux qu'on arrive sans avoir aucun préacquis, aucune préconstruction soi-même, pour pas projeter quelque chose inconsciemment et de pouvoir faire confiance à une personne qui mérite notre confiance. Évidemment, c'est pas le cas en réalité. Donc, il faut se former et s'éduquer un minimum. Après, il faut trouver le point auquel on s'arrête et les sujets sur lesquels ça vaut le coup de s'informer plus ou moins. Je pense, là, j'ai eu une bonne expérience. Ça veut jamais dire que ça va bien aller au final, on ne sait jamais. J'ai eu une personne qui avait été très bien au premier rendez-vous et qui a été très désagréable après, une fois déjà, et une des personnes pour lesquelles j'avais demandé mon dossier médical et qui avait quasiment rien rempli, même de ce premier rendez-vous, ça m'avait semblé s'être très bien passé. Et ce qu'elle avait rempli était en plus à côté de la plaque. Donc tout peut arriver. Mais là, vraiment, j'ai aucune raison d'être parano, hein. Ça s'est bien passé. Les deux secrétaires étaient sympas. Enfin, c'est con à dire, hein, mais chaleureuses, accueillantes et comme il faut, semblaient avoir le genre de comportement qu'il faut quand on est dans ce genre de domaine. Alors après, j'ai noté dans les échanges que j'ai eus hier, donc par mail et sur un document que j'avais à remplir et à leur scanner pour il faut accepter d'être filmé, tout ça, évidemment. La docteure et je l'ai partagé quelque part, et un point médian. Donc c'est un secrétariat woke, tout va bien. Donc c'est entre le fait d'avoir noté le terme la docteur dans la communication officielle, le point médian dans la communication officielle, les secrétaires chaleureuses et sympathiques, la psychiatre vraiment bien avec moi, compréhensive, qui menait les choses. J'ai fait l'expérience plusieurs fois de la différence entre les psys qui attendent que tu leur sortes un truc et qui te reprochent de ne pas avoir un truc parfait, leur sortir tout cuit, et qui s'énervent quand tu leur dis je suis désolé, j'ai rien à dire, et qui n'ont pas de questions à te poser, et ceux qui t'encouragent, t'orientent, t'accompagnent et vraiment t'accompagnent. C'est une différence quand même qui est très notable. Donc je pense, pour autant que je puisse en juger, et j'aime pas être dans une situation où j'ai tellement d'expériences traumatisantes, hein, que je me sens obligé de juger et de vérifier
de confirmer que oui, ça va bien. Mais je pense que je suis en sécurité avec ces gens-là, pour autant que je le puisse le dire. Du coup, dans ce cadre-là, je pense que je peux essayer d'y aller justement en me montant le moins possible le chou, en étant le plus frais possible et en ayant le moins de biais inconscients que je me crée moi-même possible pour arriver à ce rendez-vous de cognition sociale sans me dire ah bah oui c'est ça le rendez-vous de cognition sociale, même si tu veux pas déformer les choses, bah, si tu sais qu'on te demande un truc pour une raison, euh, tu vas inconsciemment pousser un peu dans un sens, enfin, c'est un risque. Donc je pense que ça vaut le coup pour moi de pas risquer ça. Hop là, j'ai un petit problème avec mon casque, c'est bon. Je pense que ça peut valoir le coup. Et après mystère. Donc ça fera 4 rendez-vous, dont 3 avec moi. Elle m'a dit du coup, avant et après avoir vu ma mère, si j'ai bien compris, il y a des débriefs en équipe. Où elle, la psychiatre, et après le neuropsychiatre, quand il m'aura vu, partagent leurs impressions entre eux et avec des collègues. De toute façon, le diagnostic dans ce processus-là, c'est aussi là un des trucs intéressants qui se détache du privé, à part le privé très très cher quand on a 2 000 € pour, c'est que si c'est bien fait, parce que de ce que j'ai compris, il y a des bons et il y a des mauvais cras, il y a des bons et il y a des mauvais psychiatres, ça c'est le cas partout, c'est un diagnostic d'équipe. Même si tu vois une personne, que tu as une interlocutrice, un interlocuteur, si je comprends bien, c'est pas une personne toute seule qui dit j'ai décidé que cette personne était ci ou ça. C'est quelque chose qui, à partir de notes et d'un entretien filmé, et c'est pour ça que c'est important que ce soit filmé, est validé par une équipe. Même si le gros du travail est fait par une personne, si le temps est passé par une personne, cette personne monte ses théories, les présente à des collègues qui disent si elles voient si elles sont d'accord, si elles voient des trous dans cette théorie ou autre. De ce que je comprends, c'est comme ça que fonctionne le CRA, et c'est comme ça que fonctionnent plein de diagnostics, mais pas tous. Et c'est quand même la meilleure solution, évidemment, même avec quelqu'un de fiable et de positif, de bien éduqué, de je sais pas quel est le mot, quelqu'un de bienveillant. Même avec quelqu'un de bienveillant et très éduqué, bah, on est tous humains. Et les diagnostics neuropsy, neurodivergents sont des diagnostics, c'est quoi le mot constants, sont des diagnostics. Il y a un mot. C'est quelque chose qui n'est pas arrêté, qui est toujours, qui est jamais sûr. Il n'y a pas de test, il y a pas de test objectif. Donc on reste dans le plus sûr, on reste dans une certaine forme d'incertitude, sans même parler du fait qu'en plus ça reste des domaines où la science, même quand elle n'est pas déformée, avance trop lentement et ainsi de suite. Je vais changer de musique parce que ça va m'attaquer les oreilles. Euh, Assalam alaikum, Mike. Je me suis coupé dans ma pensée. Ouais, j'essayais d'être positif. J'essayais de trouver l'équilibre entre l'antipsy et, et la réalité du fait que le système n'est pas les gens, n'est pas tous les gens, et que le système malade lui-même n'est pas n'interdit pas ne contredit pas, n'empêche pas que l'existence d'un système est une bonne chose pour, euh, pour le fonctionnement de la science, pour le fonctionnement de la médecine et pour le fonctionnement de la communication, simplement même hors de toute importance d'un diagnostic pour savoir qu'entre deux personnes diagnostiquées, on parle de la même chose au final, c'est quand même notablement intéressant qu'un système produise ce résultat. Du coup, j'essaye de trouver mon équilibre entre le mouvement anti-psy qui est absolument légitime, parce que le traitement de la neurodivergence dans le monde est abject, et le système psychiatrique français est abject aussi.
Donc ces 2 choses-là font que évidemment il faut que les gens se défendent et le fait que moi, personnellement, mon sens moral et scientifique m'interdisent de rejeter l'existence d'un système et le processus, la partie, légitime qui est à l'origine, de ce système et du processus diagnostique et médical. Ça, je veux pas le rejeter complètement. Je veux essayer de trouver l'équilibre, de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Et c'est quand même vachement difficile. Parce qu'il y a plein de choses qui sont, comme je disais, c'est légitime de toute façon. Toutes les grievances, c'est quoi en français grievances? Toutes les colères du mouvement anti-psy sont complètement légitimes et certaines nécessaires pour obtenir quelque chose. Et certaines critiques même de la psychiatrisation sont légitimes. Et on devrait, dans beaucoup de cas, se passer de diagnostic et avoir une société et une organisation sociale au sens l'État et tout ce qui en découle, qui ne nous pousse pas vers la nécessité d'un diagnostic et d'une psychiatrisation. Donc avec ça, je suis complètement en phase avec le mouvement anti-psy. Il se trouve que dans certains cas de différences, divergences neurologiques ou de maladies mentales ou de autres questions de santé mentale, une approche scientifique détachée de, 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 de cette forme étatique, mais scientifique, sont utiles, et que c'est absolument le cas pour moi, puisque je suis dans une situation où j'ai un handicap extrêmement lourd qui m'empêche j'allais dire de gagner ma vie, enfin, de vivre déjà, qui m'empêche d'avoir qui met dans une situation où je ne peux pas avoir une activité qui, ne serait-ce que, fasse dire au psychiatre de la PAS qui me voit pour valider mon projet de recherche d'emploi, ça ne le laisse pas même cet homme dire que je peux légitimement rechercher un emploi. Et je suis dans cette situation-là où les gens bienveillants du côté de la recherche d'emploi disent bah non, vous ne devriez pas pouvoir chercher d'emploi dans l'état où vous êtes. Et en même temps, bah, la société m'a poussé là. Et c'est la même société qui m'a poussé là que la société qui fait qu'on traite mal les gens en psychiatrie. Mais c'est aussi pour ça que le modèle scientifique permettant de déterminer pourquoi je suis arrivé à ce handicap, est-ce qu'il y a une partie innée, est-ce qu'il y a une partie acquise, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est les deux? Il y a une partie acquise, hein, c'est clair, de toute façon, le syndrome post-traumatique, il est acquis, il ne vient pas d'ailleurs. Le fait que je m'effondre si j'entends une porte claquer comme s'il y avait un coup de feu qui avait résonné à côté de moi. Ça vient pas de ma neurologie, ça vient pas de mon père et de mon grand-père, ça vient pas du fait d'être neurodivergent. Ça, c'est autre chose. Mais si je peux avoir ces informations d'une manière fiable, qui soit pas juste c'est tel professionnel sympa ou pas sympa qui a dit que j'étais ça ou qui a dit que j'étais pas ça, et ben je peux idéalement en faire quelque chose. Aussi incomplète que soit la science aujourd'hui, ça peut aider à savoir ce qui mérite d'être travaillé et ce qui ne pourra jamais être travaillé. Savoir si on veut médicamenter, arrêter de tester des médicaments les uns après les autres à la suite. Dire ok, non, on est ça, il y a telle gamme de médicaments qui a une chance de fonctionner, on va essayer tel médicament, tel, tel 5 médicaments et pas tel 50 médicaments. Euh, Telle thérapie peut être utile et pas telle autre, et on arrête de juste laisser les gens tout seuls à essayer des pseudosciences et à se mettre en danger, parce que il y a des pseudosciences qui ont une efficacité empirique, en particulier quand les gens y croient, c'est la même chose qui fait qu'un placebo fonctionne, et il y a des pseudosciences qui sont des pseudosciences, mais se basent aussi sur quelques trucs empiriques qui sont quand même utiles, sauf que bah, comme c'est des pseudosciences, c'est les pseudosciences, leur contenu se divise en deux parties. Ce qui est vérifié et utilisé par des professionnels, on appelle ça des sciences et de la médecine. Et ce qui n'est pas vérifié et utilisé par des professionnels, et ça s'appelle de l'arnaque. Et l'arnaque, des fois, on en veut qu'à tes sous, et on peut te piquer un peu plus cher que ce qu'aurait piqué un médecin et avoir quand même un bon effet. Hein. Une rebouteuse peut réussir à te soigner une entorse. Mais
c'est pas parce qu'elle passe le feu, quoi. Il y a d'autres trucs qui marchent et il faut pas se dire, c'est parce qu'on passe le feu, que ça marche et qu'au contraire, parce que quelqu'un passe le feu, les gens qui disent: bah non, tout ça, c'est des pseudosciences et c'est dangereux, que tous ces gens-là, sont nocifs». C'est le contraire. C'est les gens qui utilisent des trucs dont le principe est qu'ils sont non falsifiables, non prouvables, qui quand même créent un discours, confusionniste qui est grave et qui, comme j'y suis exposé, me met vachement en colère parce que ça met tellement de gens en danger. Mais bon, je veux pas partir sur ça. J'ai essayé juste de trouver l'équilibre entre pourquoi mon expérience au CRA là était bonne, que j'ai de bons espoirs et que j'essaye de pas trop me méfier pour ce qu'elle donnera en allant plus loin, et, euh, et pourquoi en même temps euh, j'ai tendance à dire aux gens: inscrivez-vous au CRA, de toute façon c'est 3 ans d'attente, donc vous posez-vous la question, faites comme la personne que j'ai remplacée, posez-vous la question de si vous en avez besoin ou de si vous considérez le CRA comme quelque chose de positif au moment où ça arrive. Mais comme c'est 3 ans d'attente, vous dites pas le jour où vous en avez besoin que c'est le moment de le faire. Ce qui n'empêche que oui, j'ai vu des expériences de gens qui ont eu des expériences abjectes dans des CRA, qui ont été maltraités, soit par indifférence, beaucoup par indifférence et par pseudo-diag de gens très désagréables et comme je disais tout à l'heure, qui disent: de toute façon, vous n'êtes pas autiste, vous ne marchez pas comme une autiste. J'ai vu des expériences comme ça ressortant du CRA. J'ai vu aussi une ou deux expériences un peu plus graves que ça. Ça n'empêche pas qu'il y a un biais de confirmation, que évidemment, heureusement, ces mauvaises expériences circulent pour prévenir. Ça reste le seul système qui existe dans un système complètement pourri. Donc voilà, j'essaye de communiquer dessus. C'est pour ça, là, je me mets à en parler. Dites-moi si vous voulez que j'arrête ou si vous voulez que je continue. Ou si vous êtes parti. Dites-moi si vous êtes parti. J'étais prêt, tout à l'heure, j'étais prêt à lancer Beatdown City Survivors. Je sais pas si je fais ça. Pourquoi on a Offspring? Un jour, je me suis dit: ah ouais, Offspring, c'était pas mal, et j'ai rajouté du Offspring dans cette playlist, et franchement, Offspring, ça me gave. Comme on dit, si on est parti, qu'on est parti, si on est parti. Ben justement, c'est pour ça que je disais ça. J'étais en train de dire: dites-moi si vous avez d'autres questions, dites-moi si vous voulez faire quelque chose. Et c'est pour ça que je disais: je sais même pas si vous êtes là, donc je ne peux que vous demander si vous êtes parti. Je pourrais cliquer sur le truc. C'est quoi? C'est là. Il y a un truc pour voir qui est connecté. Hop, là, les petits bonshommes. Ouais, je vois qui est là. Vous êtes trois. Mais du coup, ouais, en tout cas, bon, je ne peux que dire mon expérience est positive. J'encourage toujours les gens à être méfiants et éduqués, mais à quand même essayer de prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Parce que de toute façon, sinon on prend rien. Ou avant d'avoir des problèmes, faire leur propre éducation et trouver leur propre stratégie pour construire leur vie et ne jamais avoir besoin de ce système. C'est ça l'idéal, hein. Le truc, c'est qu'en général, quand on se retrouve à en parler, c'est qu'on est déjà isolé socialement, détruit mentalement, qu'on a déjà une anxiété, un syndrome d'anxiété généralisé, du stress post-traumatique, et des trucs comme ça. Et c'est à ce stade-là qu'on se raccroche aux branches. Alors, il y a plein de gens chez qui la médication marche, auquel cas, aller voir un psychiatre en ville et alors, se documenter, demander des ressources autour de soi pour trouver le bon psychiatre, passer par les listes blanches, en particulier pour les personnes, LGBTQ, trans spécifiquement, c'est là où il y a le rejet le plus notable. Mais pour tout, parce que moi j'ai vu des remarques homophobes pour moi de quand j'ai demandé mon dossier au centre, médico-psychologique, hein, non, merde. Ah, je bug sur les. Enfin, au centre, au truc de Redon, là. J'ai vu. Moi, il y avait des trucs, des remarques homophobes sur mon comportement et mon physique. Donc, qu'est-ce que c'est pour des personnes queer? Qu'est-ce que c'est? Donc, oui, tout ça, c'est réel. Donc, il faut passer par toutes les méthodes qu'on peut pour trouver le bon psychologue et le bon psychiatre. Mais quand même, pour la majorité des gens, et j'ai entendu par des Français à qui j'ai parlé directement, et beaucoup par des Britanniques que j'entends dans des podcasts, parce que parce que j'écoute que des podcasts britanniques avec des humoristes et que c'est 80, les humoristes de gauche sont à 90% neurodivergents et se foutent de la gueule avec bienveillance des 10% neurotypiques. Et je vois quand même beaucoup d'expériences de gens qui ont
ont eu un parcours un peu long de tests de médicaments et c'est jamais agréable, mais qui ont trouvé le bon médicament, le bon dosage, le bon psychiatre pour se sentir en confiance, de savoir quand il faut persévérer avec un médicament et quand il faut changer de médicament. Et c'est ça qui est absolument impossible à faire quand on tourne d'un psychiatre à l'autre, qu'on ne sait pas si le psychiatre qu'on a est éduqué aux questions qu'on a, qu'on ne sait même pas si le psychiatre qu'on a est bienveillant avec nous. Mais moi, dans mon cas, je suis dans une situation où, au stade où j'en suis, la stratégie médicamenteuse a été un échec absolument complet qui m'a créé plus de problèmes et m'a renvoyé aux urgences et a failli m'envoyer à l'hôpital. J'ai eu un accident de voiture. euh, qui m'a envoyé aux urgences plusieurs fois et fait avoir un accident et détruit la vie pendant longtemps parce que j'étais dans un flou complet. J'ai quasiment aucun souvenir de certaines périodes. Enfin voilà, c'était vraiment une saloperie pour ne rien y gagner. J'ai jamais pu, j'ai pas, j'étais dans une situation où j'avais plus assez d'énergie mentale, de capacité de concentration pour organiser ma vie d'une manière à bien la vivre et à gérer mes crises. Mais j'avais quand même la même quantité de crises, voire plus parce que j'étais moins bien à la base. Donc c'était vraiment, pour moi, les médicaments ont été une catastrophe. Alors je dis pas que justement, ayant un diagnostic permettait tant de comprendre pourquoi un médicament ne marchait pas, parce que j'étais le diagnostic et tel médicament pourrait marcher. Peut-être qu'on reviendra vers les médicaments, je m'y opposerai pas si un psychiatre fait ça en connaissance de cause. J'ai eu la dernière expérience que j'ai eue avec un psychiatre me proposant des médicaments, je lui ai juste dit mais pourquoi ce médicament? Je veux juste que vous me disiez que c'est pas le suivant sur la liste. Dites-moi pourquoi vous pensez que ce médicament-là, cette molécule, dites-moi ce qu'elle fait et pourquoi ce qu'elle fait au cerveau ou au système ou au corps fonctionnerait pour les symptômes que vous voyez. Je lui ai juste demandé ça. Il me semblait raisonnable en termes d'information du patient. Et il voulait pas. Il s'est énervé, vraiment, c'était quelqu'un, il s'est énervé, il s'est mis en colère contre moi. Et je lui ai vraiment dit non, moi, enfin, j'ai, j'ai eu des médicaments qui m'ont foutu en l'air. J'ai eu une psychiatre qui était en vacances et qui a refusé qui a repoussé son rendez-vous avec moi de renouvellement des médicaments et a refusé de refaire une ordonnance sans me voir, donc qui m'a mis 2 mois sans médoc. Donc je me suis tapé un mois de sevrage. Et après ce mois de sevrage, je me suis rendu compte que j'allais mieux. Et maintenant, vous voulez me faire reprendre des médicaments sans même me dire pourquoi ils fonctionneraient. Et je lui ai pas dit ça comme ça parce que j'étais pas en état de communiquer aussi clairement. C'est pour ça qu'il s'est énervé. Mais en même temps, c'est votre métier d'être face à des gens qui sont en détresse, quoi. Je comprends que ce soit énervant, mais c'est votre métier de gérer ça. C'est pas mon problème. Donc j'ai eu ce genre d'expérience à la con. Donc, dans mon cas, vraiment, le médicament, à ce stade, avant un diagnostic, avant une raison de dire tel médicament pourrait marcher, parce que là, on a des raisons de le choisir et c'est pas juste le suivant sur la liste. Dans mon cas, les médicaments ne sont pas le cas. C'est pour ça que le diagnostic est vraiment nécessaire pour savoir quelle thérapie faire, qu'elle soit médicamenteuse ou autre, ou une TCC. Et dans le cas d'une TCC, chez qui on va faire une TCC, parce qu'il y a plein de gens qui font les TCC mais qui n'ont pas les mêmes compétences et pas les mêmes spécialités. Et que j'ai vu, hein, j'en ai vu un psy qui faisait les TCC, il m'a vu, il a dit non, je ne vous prends pas, c'est trop dangereux. C'est impossible, je fais pas ce que je fais avec vous, c'est trop dangereux pour vous. Et sous-entendu, je pense même pour moi, il disait. Mais voilà, donc je- c'est- quand je parle des médicaments pour moi, c'est vraiment que pour moi, dans l'absolu. Et j'encourage pas les gens à prendre des médicaments, n'en prenez que si vous êtes avec un psy en confiance et faites-les essayer de trouver un psy en confiance et je sais que c'est dur. Mais ouais, j'essaye de pas rejeter les médicaments parce que je vois plein de témoignages de gens qui font, mais c'est vraiment tel médicament, après des fois 5 ans, 10 ans d'errance, hein, quand on a trouvé le bon médicament, le bon dosage, tout d'un coup, en particulier les gens qui ont des... Alors pas que les bipolaires, mais des gens qui ont des trucs avec des grosses polarités d'humeur ou de symptômes, qu'on dit tout d'un coup, j'arrivais à me concentrer, tout d'un coup, mon cerveau fonctionnait, tout d'un coup, je voyais clair. Enfin, j'ai entendu plein d'expériences hyper positives sur le moment où elles ont trouvé le bon médoc, hein. Pas sur le passé de leurs expériences avec les psychiatres et pas sur le passé de tous les médicaments nocifs avant. Mais bon, ouais, je- j'essaye d'être le plus complet possible sur ma transmission de mon expérience et mon militantisme. De même, j'ai entendu un truc que j'ai entendu souvent, les gens qui sont automédicamentés à la MDMA, beaucoup, enfin, à la coke, à la MDMA, à des trucs comme ça, puis qui ont arrêté.
et puis qu'on trouvait le médicament qui leur faisait le même effet, sans tous les effets de la drogue. C'est un truc que j'ai quand même pas mal entendu, encore une fois par les humoristes, en général les mecs cis. Et c'est un truc assez fou que passer de microdoser de la coke à avoir le bon dosage d'un médicament qui est fait pour toi, ça te fait le même effet positif sans tous les autres effets à la con et sans le danger, parce que c'est horrible ces saloperies-là. C'est horrible, et puis ça engrosse les cartels qui alimentent une guerre au Mexique qui est officiellement une guerre sur toutes les définitions de la guerre en dehors du fait qu'il y a deux États et qui dure depuis 20 ans. Et je crois, à un moment, était la deuxième ou troisième guerre la plus meurtrière en activité au monde. Donc ouais, c'est pas bien la drogue. C'est pas bien. Faites ce que vous voulez, amusez-vous. Je suis pour la dépénalisation de plein de choses, mais justement parce qu'il y a plein de substances qui sont dangereuses et pour la personne qui les prend et pour les gens liés à leur économie. Mais bon, là, je suis allé un peu loin du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Est-ce que Yad, tu as des questions? Est-ce que Gigatoon, tu as des questions? Est-ce qu'on en arrête là et que je vais cuisiner quelque chose au miso? Qu'est-ce que j'ai à manger ce soir? J'ai rien à manger ce soir. Qu'est-ce que je peux cuisiner avec ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que je peux cuisiner avec ce que j'ai acheté? Pas de questions. Est-ce que c'était intéressant ou est-ce que j'ai déblatéré dans le vide? Ah, vous êtes encore là, donc ça devait pas être inintéressant. On avait parlé, Yad, si tu es encore là, on avait parlé à un moment de faire un. Je connais ton expérience, en effet. On avait parlé à un moment, un jour, de faire une version du podcast. Je crois que j'avais dit que ce serait sympa de le faire avec une troisième personne, de faire une version expérience psy, ça pourrait être intéressant. Ce serait peut-être intéressant de le faire quand j'aurai fini tout ça. Peut-être que j'aurai un témoignage intéressant, parce que là, je parle à chaud, parce que ça me paraît intéressant d'en parler avant d'oublier et avant de déformer. Peut-être d'ailleurs que je vais enregistrer ce stream, ça pourrait être intéressant pour mes propres archives. Ça me paraît cool de le dire, voilà, 2 heures après, je suis sorti de l'entretien à 17h10 et il est 19h33. Donc j'ai commencé à en parler moins de 2 heures après, 1 heure et demie après, quoi. Donc c'est vraiment j'ai pas confiance en ma mémoire est catastrophique. Du coup, j'utilise essentiellement des stratégies euh, contextuelles d'objectivisation pour garder les souvenirs et reconstruire des souvenirs, mais même en étant prudent, on sait tous que ça, quand même, ça se prête à encore plus de déformation que les souvenirs classiques, qui eux-mêmes se prêtent à la déformation. Et peut-être que ce sera cool, intéressant, quand j'aurai toute l'expérience, justement, d'essayer d'une part, de le raconter aux gens, que ce soit positif ou négatif, je ne sais pas où j'en serai à ce stade-là, hein, d'en parler un peu et puis d'utiliser ça pour faire un peu d'échange, ça peut être sympa. Et toi, tu dis, Gigatoon, pas hâte d'avoir affaire à ce genre de parcours de santé. Grave. Mais je te souhaite de jamais en avoir besoin. Et puis, comme je disais, je me dis, si jamais tu penses en avoir besoin un jour, bah, envoyer un dossier au CRA, c'est jamais con, puisque 3 ans d'attente, et que le jour où on en a besoin, parce qu'on est en arrêt, parce qu'on s'est effondré au travail, c'est trop tard pour faire la demande. Donc ça vaut le coup quand même de faire la demande si jamais on peut. Après, l'autre option, c'est de consacrer ce temps, ces 3 ans d'attente du CRA, on peut les consacrer à mettre des sous de côté et se renseigner auprès de gens qu'on connaît quand on est un peu plus sociable que moi et qu'on en a la possibilité pour trouver un parcours diagnostique fiable et bienveillant dans le privé, qui est plus rapide et plus accessible. C'est un autre choix complètement légitime. Après, bah oui, il faut savoir que la plupart sont assez chers et que certains sont soit un peu malsains, un peu dangereux, un peu escrocs, soit juste, bah, c'est les mêmes cons que ceux dont je parlais en termes de psychiatres, sauf que tu les payes cher dans le privé, donc ils vont te dire oui, t'as ça, c'est pas très utile. C'est pas très utile, c'est pas pour autant faux, hein, mais c'est pas très utile. Vaut mieux quand même s'assurer que ce soit des gens qui font un travail scientifique fiable. J'ai vu quelques histoires de gens qui avaient eu leur diag en 2 rendez-vous avec une seule personne sans aucun contrôle, quoi. Pour des sommes au-dessus de 1 000 euros. Des gens qui sont sans doute. Si je ne, sincèrement, si je pensais que leur diagnostic était faux, je me permettrais déjà pas de le dire. Je suis pas compétent et c'est pas à moi de le dire. Mais en plus, je pense sincèrement que dans ce cas-là, ce diagnostic était juste. Mais juste, je pense pas que le diagnostic était bien fait. Du coup,
son utilité en est quand même plutôt diminuée. En dehors du côté, ok, tu as le papier à donner à l'administration, tu as le papier à donner à la MDPH, c'est déjà utile, hein. Mais quitte à claquer plein de fric quand c'est 1000, 2000 euros, autant avoir vraiment toute l'utilité du diagnostic, pas juste un papier symbolique. Mais si on a les moyens, si quelqu'un qui a vraiment 2000, quelqu'un pour qui 2000 euros c'est rien, pas se poser de questions et puis hop, voilà, trouver le meilleur. Tu vas en ville, tu regardes le psy qui a les meilleures notes, et puis voilà, hein. Voilà, quand on a le bon entourage et le soutien, comme dit Yad, ça résout beaucoup de problèmes, ce qui n'est pas mon cas. J'ai peu d'entourage et peu de soutien, et du coup, ça complique. Et j'étais dans une situation de crise tellement grave que mon entourage et mon soutien en a été cramés. Donc, ouais, il faut pas hésiter à s'appuyer et bien utiliser complètement l'entourage et le soutien. Ça vaut le coup, sans devenir parano avec soi-même et sans s'en priver, de faire gaffe à ce qu'on peut faire peser sur les gens. Je dirais en particulier quand on est un mec 6, si on a fait un effort déjà de déconstruction, pour pas faire peser ce que les mecs 6 dans leur socialisation ont tendance à faire peser sur le monde autour d'eux en termes de charge mentale, c'est dans le prolongement d'être capable de partager les besoins qu'on a, mais de ne pas faire peser de la même manière une charge mentale que les gens autour de nous ne peuvent pas supporter. Après, on ne peut pas, hein, des fois. Dans mon cas, j'étais tout à fait conscient que la charge que je faisais peser à ma compagne était insurmontable pour elle, mais j'y pouvais rien. Enfin, si tu passes 2 jours dont tu n'as pas mémoire à être sous médoc, à t'effondrer au sol, j'avais des cicatrices sur le visage suite à des crises où je faisais des crises de tétanie où mon visage se frottait au sol sur des crises où moi j'avais perdu connaissance et j'avais des cicatrices dessus. Donc, évidemment, moi, à ce stade-là, je pouvais pas me dire il faut que je sois pas un mec toxique et que je fasse attention. Il y a des cas où vraiment on peut rien y faire, mais il faut quand même, en particulier quand on est un mec 6, il faut savoir qu'on a été éduqué à abuser des autres, toujours s'en souvenir, et faire gaffe à bien demander ce qu'on peut demander, et ce qui est légitime de demander, et pas perpétrer les abus qu'on nous a inculqués socialement. Le psychiatre le mieux noté n'est pas forcément le plus adapté pour toi. Oui, je disais ça en blaguant, juste quand tu es riche, tu peux faire des choix plus simples quand même. Quand tu peux t'asseoir sur le dessus, si tu vas au cabinet le plus cher, qui prend pas grand monde et ceci, cela, tu seras quand même. Il y a toujours un risque. Tu cours quand même vachement moins de risques, hein. Le cabinet à qui tu dis je vous donne 10 000 euros si vous me prenez demain et je veux être vu par 3 personnes, il va bien me traiter, hein. Je suis moins spécialiste sur les exemples qui existent en psychiatrie et je suis pas spécialement spécialiste sur le reste, mais sur le reste, je connais plein de médecins et ça m'a été raconté sur des trucs de médecins qui sont absolument contre l'existence même du privé, mais qui vont te dire, enfin oui, si tu as 10 000 euros à claquer, tu vas dans la clinique privée qui fait ça, qui fait que ça et qui a que des gens spécialisés là-dedans, et ils te prendront en une semaine au lieu d'un an, tu seras suivi par 5 personnes au lieu d'une, ils sont tous très bons, ils sont venus là parce qu'ils étaient bien payés et qu'ils pouvaient se le permettre parce qu'il y avait une grosse sélection, il n'y a aucun souci, c'est une réalité. Le problème au niveau structurel, c'est qu'on ne devrait pas laisser ce genre de situation exister. Mais si quelqu'un a accès à ça, le fait est que le système a conduit à ça et que cette thérapie-là, ce système thérapeutique-là, est efficace pour les gens qui ont accès. Ce qui est absolument injuste, c'est d'avoir créé ce système à 2 vitesses. Mais bon, si on est une personne militante et une personne consciente de cette injustice n'a pas pourtant à se sacrifier, pour autant à se sacrifier en refusant, en refusant ça. Ce que j'ai même d'ailleurs moi tendance à faire parfois, hein, à refuser des choses. C'est un peu mon genre, hein, mais c'est pas sain, hein. Autant en profiter quand on peut en profiter. C'est vraiment juste ça que je voulais dire par le côté des étoiles. En pratique, les étoiles sur la médecine et sur la psychiatrie, ça veut absolument rien dire. Écoute-moi, le CRA de Rennes, il a une étoile sur Google, hein. Je viens de voir quelqu'un d'adorable et peut-être que j'aurai une autre. Peut-être que dans 6 mois, je dirais c'est des connards, ils m'ont foutu en l'air, j'en sais rien. Je viens de voir 3 personnes sympas, dont une psy qui a vraiment été, comme je disais, une des 2 ou 3 personnes les plus sympathiques sur la bonne vingtaine que j'ai vue en 4 ans, dans un truc qui a une étoile. Ça veut absolument rien dire. Il y a que les gens qui ont eu une mauvaise expérience qui vont prendre le temps de mettre une note. Et encore, des fois, leur mauvaise expérience, c'est juste, je vais mettre un, je l'ai vu, hein, il y a 3 ans d'attente, je mets un.
C'est pas le CRA qui fait qu'il y a 3 ans d'attente, hein. C'est l'État, c'est le financement, c'est tout le reste du système. Le CRA a des problèmes et je suis sûr que tu peux mettre une mauvaise note, qu'il y a plein de gens qui ont des raisons légitimes de mettre une mauvaise note. Mais enfin, mettre ce genre de truc-là, ça a un effet délétère sur tout le système pour les gens qui vont bêtement regarder ce genre de truc. Mais c'est du même niveau de connerie que les gens qui mettent une note à Amazon à un roman. Il est arrivé avec un jour de retard. Très bien. Donc ce roman de Stephen King est son moins bon parce qu'il a tendance à arriver en retard, alors que Le Fléau, il arrivait à l'heure à l'époque quand je l'achetais dans une bibliothèque, dans une librairie. Il faut que je sorte de ta tête. Je suis désolé, mais c'est que sur l'approche militante, on est quand même en phase. On n'a pas du tout la même expérience. On l'aborde de deux côtés de la question de santé mentale et on n'a pas les mêmes expériences en pratique. Mais la réalité d'être confronté au système, c'est de voir ce genre de limite du système, quoi. J'étais en train d'écrire tout ça. Bah ouais, je te gagne du temps. C'est cool d'avoir Chumbawamba qui nous chante, qui nous encourage à donner une. Je vais le faire du coup. Give the anarchist a cigarette. Le code pour encourager les gens à foutre le feu. Par contre, j'ai pas de cendrier.